Excusez-moi, madame. Les flèches vertes. Tout au fond, il faut traverser. D'accord. Ok, merci, c'est gentil. Il faudrait presque 5. Non, 5, non, non. Ça va? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Un café. Éventuellement, ouais. Non, mais on est au Brésil, mais on peut faire autre chose. Très bien, aller au théâtre Résidence, Forum. et voilà. Pour vous nouer les uns les autres, si je suis, tu t'appelles comment? Lucette. Si je suis à la place de Lucette, j'ai deux personnes à côté de moi que je tiens dans les mains. Je considère que ces deux personnes sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire comme si elles étaient en... Voilà, il faut que je fasse très attention à elles. Si chacun d'entre nous, on fait attention aux deux personnes qui sont là, le nœud va être doux. Si on ne fait pas attention parce qu'on veut passer en priorité ou parce que, voilà, à ce moment-là, ça peut être un peu désagréable parce que quand tu es comme ça, qu'on te tire la main, ça fait pas mal. Mais quand tu es comme ça, des fois, et qu'on te tire la main, ça peut faire mal. Allez-y. Allez, doucement, voilà, c'est joli, il y en a qui se font des bisous. Je pense qu'on peut continuer encore un tout petit peu. Maintenant, je vais vous demander de re-rentrer dans le silence absolu parce que je vais vous demander de fermer et vos yeux et votre bouche. Et on va aller très au ralenti, c'est-à-dire il faut que chaque geste soit très rond, très doux, très souple. Parce qu'un coude qui frappe un nez ou un menton à cette vitesse-là, ça fait très mal. On va dénouer le nœud, les yeux fermés. Allez-y. Tout doucement, voilà, ne forcez pas, ça va venir. Alors, il faut que tout le monde repasse là. Vas-y, on va essayer. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Voilà. Donc, si personne n'a lâché la main. Et si, ça va marcher. Oui. Ça marche, ça marche. J'y arrive. Voilà. Eh ben alors. Elle, c'était celle qui faisait le ménage dans le local de Vaux-en-Velin où on a travaillé pendant des années avec un groupe de femmes. Un jour, elle était là, elle faisait le ménage, elle balayait. Et ça durait. Et ça durait son balayage. En fait, on sentait bien qu'elle nous écoutait. Et je me suis dit, si jamais je lui dis à cette femme de venir avec nous, avec le groupe, elle va me dire non. Alors j'ai fait mine que rien.
J'ai rajouté une chaise dans le groupe. J'ai fait signe aux autres femmes de faire mine que rien aussi. Et on a fait comme si elle n'était pas là. Et pendant 2 heures, elle a briqué la salle. Au ralenti, parce qu'elle nous écoutait en fait. Mais en fait, plus ça allait, plus elle s'avançait, plus elle s'approchait de nous. Et à la fin, elle était là, juste à côté de nous, avec son balai. Et puis elle disait plus rien, elle écoutait. Alors je lui ai passé la parole, elle a dit 2 mots. Et elle s'est assise avec nous. Et après, elle n'a plus quitté l'atelier pendant des années. Quelques mois après, elle est venue me voir à une pause et elle m'a dit « Fabienne, je veux qu'on travaille sur mon histoire avec la prostitution. » Et je lui ai dit « Non, pas maintenant. Je crois que le groupe n'est pas prêt à entendre ça. » En fait, je pensais qu'elle n'était pas tout à fait prête non plus à en parler. Et puis, chaque fois que je la voyais, elle me disait « Fabienne, quand est-ce qu'on travaille sur mon histoire avec la prostitution ?» Et chaque fois, je lui disais « Non, attends. » Et un jour, j'ai pensé qu'elle était prête et que le groupe, il était prêt à entendre aussi. Alors, on a travaillé sur son histoire, inceste, viol, prostitution. Un jour, j'arrive à l'atelier. Fabienne me dit « Ça n'a pas l'air d'aller. » Je lui ai dit « Non, ça ne va pas. » Et Fabienne dit Ben, on va arrêter de répéter, puis on va travailler sur ton histoire parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. J'ai accepté. Et toute la compagnie a travaillé sur ma situation. Mais le lendemain matin, au réveil, c'était difficile. Mais alors là, je me suis dit, tu n'as pas le droit de ne pas te battre. La compagnie a travaillé sur toi, on a tous travaillé ensemble, il faut que tu joues ta scène. Et si j'ai eu le courage d'aller à la mairie, si j'ai eu le courage de faire ce qu'il fallait pour ne pas perdre mon appartement, pour ne pas me retrouver dehors, c'est grâce au théâtre de l'opprimé. Ça dépend de la force de l'égout. Un jour, on fait un groupe de travail sur les moments où la pauvreté nous saute au visage, quel que soit le côté où on se trouve. Dans ce groupe, il y a Christian. Et Christian vient de me raconter sa vie dans la rue. Ses déambulations devant des vitrines pleines de nourriture alors qu'il crevait de faim. Moi, dans ma tête, j'ai un poème qui me dit il est terrible, il brûle de l'œuf dur cassé par un pouvoir des dents. C'était un poème de Prévert. Je lui dis la question et je lui récite ce poème. Il me regarde avec des grands yeux et me dit ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est mon histoire. Après, Fabienne et Jean-Paul ont écrit le spectacle et le poème a été gardé de long. Christian n'était plus là, mais à chaque fois qu'avec le groupe des gueux, on disait le poème, c'était cette force-là, c'était celle de Christian. C'était un jour dans une mission locale où le désespoir, il l'emportait sur tout le reste. C'est comme s'il n'y avait plus de petites fenêtres qui pouvaient s'ouvrir, comme si la solitude était partout. D'ailleurs, les filles, elles le disaient. Elles disaient nous, il n'y a personne sur qui on peut compter. Ça ne sert à rien de faire du tas de forum, de toute façon, on n'y croit pas. Alors, à midi, avec Fabie, on s'est vu, on s'est dit il faut qu'on invente quelque chose. Et là, on s'est souvenu d'une technique qu'on fait dans les stages d'introspection qui s'appelle flic dans la tête. Et on s'est dit, on va inverser les choses. Au lieu de leur demander de mettre en image leur flic, on va leur demander de mettre en image leur passeur de vie. Juste après le repas, on leur a dit, les filles, si vous êtes debout aujourd'hui, c'est qu'il y a une force en vous qui est là. C'est qu'il y a des gens qui ont été là dans votre vie qui font aussi que vous êtes en vie. Il n'y a pas que des gens qui vous ont détruite, il y a aussi les autres. Eh bien, vous allez repartir à la recherche de ces autres. Vous allez les mettre en image, vous allez aller les regarder, vous allez leur dire « Toi, tu es. Tu te rappelles le jour où ?» Et c'est depuis ce jour que... Au début, les filles, elles disaient « Non, non, nous, il n'y a personne, c'est bon, il n'y a pas de passeur. » Mais nous, avec Fabien, on lâchait pas, on dit « T'en trouves un, t'en trouves deux, mais t'en trouves. » Leurs passeurs, elles les ont trouvés et elles les ont mis en image. Ce boulot dans ces groupes, il nous permet d'inventer en permanence, de réfléchir sans cesse, de nous remettre en question pour les aider à trouver des outils, pour les aider à continuer à résister. C'était un atelier en mission locale. La première séance,
Quand j'arrive, je me présente et une jeune me dit « Le bus m'a loupé ». Et là, je comprends que c'est elle qui voulait se jeter sous le bus. On commence, on présente la compagnie et j'explique ce que veut dire nage. Nous n'abandonnerons jamais l'espoir. Et elle me dit, je ne comprends pas. Toute la journée, elle est là sans être là. À la fin de la journée, je lui lance à la prochaine fois. La deuxième séance, elle est là. On fait prendre sa place. Elle le fait vraiment, elle est là. La place qu'elle a, la place qu'elle voudrait, la place qu'elle ne veut pas. Elle est là. Et là, je lui demande, de la place que tu voudrais, qu'est-ce que tu pourrais faire pour atteindre ? Et elle me dit, si au moins je pouvais faire des gâteaux avec mon frère et ma sœur, ça serait déjà ça. La séance suivante, je la retrouve avec une banane jusqu'aux oreilles. Ça y est, Fatima, je les ai faits, mes gâteaux. Quelque temps après, elle a dit qu'elle avait compris ce que ça voulait dire ne pas abandonner l'espoir. J'ai 28 ans, j'habite à Vanvelin. Un soir, après le boulot, je mets les informations régionales. Et là, sur qui je tombe? Jean-Pierre, un gars qui bossait avec moi à l'usine en train de faire du théâtre. Il jouait le rôle d'un père dépassé par l'orientation scolaire de son fils. Ce qui était génial, c'était le lien qu'il y avait entre les spectateurs et les comédiens qui pouvaient monter sur scène. Et puis c'était pas du Shakespeare ou du Molière. Les scènes me parlaient, vraiment. Quelques temps plus tard, je croise une éducatrice de rue. Et là, je lui demande, tu la connais cette compagnie? Elle me dit, ça tombe bien que tu me poses cette question. Ils sont en train de répéter en ce moment même au local de ta cité. J'y vais, je pousse la porte, et là, je vois plein de yeux me regarder comme ça. J'étais prêt à repartir quand j'entends « Reste !» C'était Jean-Paul et Fabienne. Oui, là, on est en train de répéter une scène, mais si tu veux, après, on peut discuter. Pendant la pause. Arrive la pause. Et là, je leur pose la question, mais vous avez des scènes sur la galère des jeunes dans la cité? Non. Par contre, on peut les travailler ensemble. Quelques temps plus tard, je rentre à nage. C'était en avril 2009. On faisait un atelier avec les membres de la compagnie dans le 19e à Paris. Ça s'appelait le Kaléidoscope. Et pendant toute la session, on s'est entraîné pendant 3 heures à répéter des scènes. Le thème du jour, c'était les agressions du quotidien. Donc pendant 3 heures, on s'entraîne à trouver des solutions, à faire forum, à faire en sorte que demain ne soit pas totalement comme hier. Il est tard, la séance se termine, 22 heures. Je vais pour prendre le métro, ligne 11. Le quai est désert. Le métro arrive, le métro est vide. Bonbon. Et à la station suivante, il y a un homme qui rentre, qui est relativement étrange et qui tient entre ses mains un énorme extincteur. Il rentre, il s'approche vers moi et il me dit, avec une forte insistance, il me propose à prendre de l'acide. La situation est quand même assez déplaisante. Et je lui dis, mais attends, tu veux pas t'asseoir? On sera quand même mieux pour parler. Comment t'appelles-tu? Écoute, il faut que je sois sincère avec toi. J'ai été très accro à l'acide. J'en ai vraiment pris très longtemps dans ma vie. Et là, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. J'ai vraiment besoin que tu ne m'en proposes pas. Parce que je n'ai qu'une envie, c'est d'en prendre avec toi. Donc il me félicite d'avoir arrêté. Il me demande comment je m'y suis pris. On finit par parler de désintoxication. Et je vois les stations qui filent dans le métro. Arrive station République, ma station, où je descends. Il me salue avec toujours l'extincteur dans les mains, un petit signe de la main. Mes jambes tremblent. De ma vie, je n'ai jamais pris d'acide. Et là, je me dis que vraiment, le théâtre forum est un outil fabuleux. Il chante, il marche,
lentement. Exactement comme on voulait quand on a répété la scène. On a travaillé tellement de fois ce moment, et là, ça y est, ils sont autonomes. Je suis au milieu d'eux, je n'ai rien à faire d'autre que chanter, marcher. Ils sont forts, ils sont porteurs de ce chant, ils se sentent responsables de ce chant. Et moi, je me sens forte de nous tous. C'est le final de la marche des gueux à 3 voix, à 50. Dans Les Impactés, je jouais une employée de France Télécom qui préparait sa retraite. Elle voulait réunir ses collègues une dernière fois parce que c'était toute sa vie de travail qui se terminait. 10 ans auparavant, moi j'avais pu fêter ma retraite avec bonheur, hein, mais avec la privatisation. Le monde du travail n'est plus le même. À Orange, la compétitivité était telle qu'elle avait détruit jusqu'au plus petit moment d'humanité. Cette femme fête sa retraite devant une machine à café avec un gâteau qu'elle n'arrive pas à distribuer parce que les pauses sont à tour de rôle, bien trop courtes. C'est un défilé de collègues qui disent « Non, désolé, je dois y aller ». C'est d'une violence extrême. À la fin d'une représentation, une spectatrice est venue me voir. À moi, elle peut parler. Mon dernier jour dans l'entreprise, c'était pire. Jusqu'à 17h, j'étais sûre qu'il allait se passer quelque chose, qu'on me ferait une surprise. Il ne s'est rien passé. J'ai décroché mon manteau, j'ai pris mon sac, je suis sortie. Alors elle m'a serrée dans ses bras et elle m'a dit « Ça m'a fait du bien ce que vous avez joué ». À moi aussi, ça m'a fait du bien ce qu'elle a dit, parce que j'ai réalisé que reconnaître la souffrance vécue, c'est déjà une petite étape gagnante dans la lutte. Changer le monde, c'est long, et moi je suis pressée. Moi, le théâtre, ça me dit rien. Le côté m'as-tu vu, la frime, pour moi, le théâtre, c'était ça. Plusieurs personnes m'avaient dit, tu devrais rencontrer Nage, c'est des gens formidables. J'étais pas pressée. La rencontre a finalement eu lieu lors d'une formation dirigée ensemble. J'étais impressionnée. Mais j'avais encore rien vu. Les spectacles issus des chantiers nationaux m'ont déroutée. Les forums m'ont bluffée. Jusqu'à ce que je participe, moi aussi, à un chantier national sur un sujet qui me tenait à cœur. Et là, j'ai été époustouflée. C'est impossible, Nage le fait. Ce qui me touche particulièrement, c'est cette communauté de personnes qui se crée sur la base de rencontres improbables. Plus tard, j'ai vu aussi l'envers du décor, et ce n'est pas un décor. Alors j'ai eu envie d'aller crier partout que Nage, c'est formidable, mais il n'y a personne pour m'entendre. Alors, quand il a été question de faire le livre pour les 20 ans de Nage, j'ai proposé d'aller recueillir la parole de personnes, toutes sortes de personnes qui avaient connu Nage. Ce que j'ai recueilli, c'est des pleurs, mais aussi des délivrances, des mondes qui se mélangent, chacun est touché à un titre ou à un autre, des fenêtres qui s'ouvrent, des vies qui changent. Et surtout, la prise sur le monde, la conscience qu'ensemble on est plus fort, la perception, la vision plus claire du rôle qu'on peut tenir dans la pièce de la vie. Le livre est terminé, il est en vente là-bas. Donc les entretiens sont terminés et moi, je suis en manque. Je me souviens du spectacle Féminime, un spectacle sur les violences faites aux femmes dans le travail. La première fois que j'ai rencontré la commanditaire, j'ai été bouleversée par sa détermination pour que ce spectacle se monte et se joue. Elle était tellement impliquée que je me suis dit qu'elle devait porter quelque chose de très lourd.
À la fin de la première représentation, on s'est retrouvés toutes les deux à fumer des clopes devant la porte du théâtre Déjazé. Et elle m'a raconté sa vie. Mariée de force à 16 ans, envoyée en Algérie pour vivre avec son mari et sa belle-mère. Là-bas, elle a subi les pires violences morales et physiques, jusqu'au moment où elle a pu s'enfuir et revenir en France. Elle n'a revu ses enfants qu'à la mort de leur père. Quelques mois plus tard, on rejoue ce spectacle, mais Hamida n'est plus là. Elle est morte d'un cancer de l'estomac. Elle est partie en 3 mois. Avant de monter sur scène, on rencontre un enfant avec une collègue de Hamida et on l'entend dire « C'est le spectacle de maman !» C'était le fils de Hamida. On monte sur scène, on avait la gorge serrée, on se regardait et là, Fabienne, elle raconte l'histoire de ce spectacle, les conditions de sa création. Et là, je me dis, comment je vais faire pour jouer? J'étais en larmes. Et puis on y va. On y va à fond parce qu'on était chargé à un max. Cette histoire, elle date de 2009. Et c'est encore ça qui me porte. Parce qu'on ne fait pas que jouer. On porte une histoire vraie. Une histoire qui nous a été racontée par une personne qu'on a rencontrée. Et je ne peux pas trahir cette parole. C'est ma contribution à la lutte. Et quand je me rappelle cette histoire, je me dis que, oui, les violences tuent. Elle en est morte. Et le moins qu'on puisse faire, que je puisse faire aussi, c'est de porter ce spectacle et puis tous les autres, et de les porter vraiment. Et pas de faire semblant de jouer. Marseille, les trop fameux quartiers nord. J'accompagne Fabienne pour préparer un spectacle sur les relations entre les habitants et les policiers. Vaste sujet, me dis-je, d'autant qu'à cette époque, j'ignore encore tout du théâtre de l'opprimé. On se retrouve dans une petite salle d'un centre social où Arlette nous accueille très chaleureusement. Et là, tout s'accélère. Juste quelques paroles et je me retrouve à faire le massage du boulanger. L'autre, son corps, bon, inévitable, impossible de s'échapper. Et là, tout d'un coup, je comprends. Le théâtre de l'opprimé, ça doit être ça. Approcher l'autre, accepter l'autre, être embarqué avec lui dans une action dont on ignore à peu près toutes les conséquences. Ne plus savoir, et pourtant être convaincu de la nécessité de ce geste. On répète la scène de l'abandon dans le projet famille. Ça fait des heures que la comédienne travaille, je la connais par cœur. Je suis comme toujours sur le côté du plateau, concentrée sur l'énergie qui émane de la comédienne. Quelque chose en moi essaye de transcrire en son, en rythme, en timbres instrumentaux ce qui a lieu sur le plateau. Et tout à coup, je réalise la scène. Ce que la comédienne tente de puiser en elle, ce que Jean-Paul dit pour l'y amener, mais surtout, je réalise ce que le personnage est en train de vivre. Et là, je pleure en silence, bouleversée. À ce moment-là, je sais que je suis au cœur du vrai travail, exactement là où s'ancre la création. Il y a 3 ans, j'ai fait un stage de technique introspective. À cette époque-là, j'avais un problème. J'avais jamais connu ma mère, je l'avais cherchée pendant 13 ans et je venais d'avoir son adresse. Se posait donc la question de la rencontre. Et du coup, paradoxalement, comme tout ce qui te tend aussi intensément et aussi longtemps, arrivait la peur, l'effroi qui te paralyse face à l'événement. Pendant le stage, on m'a proposé d'utiliser la technique du futur qu'on craint, qui paraissait assez adaptée à ma situation. À ce stage, j'étais venue avec une amie, Lucille, que j'avais choisie pour jouer le rôle de ma mère, puisque c'est elle qui connaissait le mieux mon histoire et qui, par son boulot, travaillait tous les jours avec des mères en difficulté. Je me souviens d'avoir été confrontée à un problème de porte qui ne s'ouvrait pas, à une mère pas très causante, très détachée. Et puis, à un moment donné, la porte s'ouvre parce que Jean-Paul, qui dirige le stage, décide que la porte doit s'ouvrir pour que je puisse m'entraîner un peu à la rencontre. Donc je rentre.
Je ne me rappelle pas grand-chose de la scène. Je me rappelle juste que Lucille, ma mère, trouve que j'ai l'air d'être en forme, me demande si mes parents adoptifs sont au courant de cette rencontre, trouve que j'ai l'air belle. 1 an plus tard, je me retrouve dans la réalité de l'expérience. On a monté un commando de 4 pour aller à Toulon et il a été décidé que c'est Lucille et moi qui monterions dans l'appartement. On se retrouve devant la fameuse porte de ma mère. On frappe, ça n'ouvre pas. Et puis au bout de 3 ou 4 fois, elle finit par ouvrir. La rencontre se passe dans une ambiance assez similaire à celle que nous avions improvisée. Il y a même des moments où la fiction est la réalité. Elle trouve que j'ai l'air en forme, elle me parle de mes parents adoptifs, elle me trouve belle. Je suis tétanisée. Aujourd'hui, avec 3 ans de recul, je pense que ce stage-là, avec cette technique-là, m'a au moins entraînée à faire face à l'effroi de la rencontre réelle, accompagnée par cette scène jouée quelques mois avant. Et puis il y a la suite, puisque l'année dernière, mon histoire a été jouée au spectacle national sur la famille. J'en parle parce que même si ça a été très dur, au sens d'épuisant, puisque je revoyais cette histoire tous les week-ends, plusieurs fois par week-end, il y avait le travail de Jean-Paul, qui répétait avec la comédienne qui jouait mon rôle. Et là, c'est comme si une boucle avait été bouclée, parce que la vérité, Jean-Paul, pour faire répéter la comédienne, il parlait du personnage, de moi, de ce que le personnage avait dû vivre ou ressentir, et c'était tout bon. Donc ça voulait dire que c'était comme si un autre que moi remâchait presque mieux que moi ce que j'avais vécu. Et comme travail de libération, j'ai jamais connu mieux, parce que ça voulait dire que c'était devenu compréhensible par un autre humain. Et donc, but atteint, parce que si j'ai bien compris, le théâtre de l'opprimé, il doit te permettre ça, te libérer d'un maximum d'empêchements pour être libre le plus possible, d'agir sur le monde avec ta pensée claire et libre. La personne moteur, celle qui est là à chaque fois, souvent en avance, qui dit oui à chaque jeu, qui se jette dans chaque rôle qu'on lui demande d'endosser, qui a le sourire la plupart du temps, qui soutient les autres dans leurs larmes, qui pleure un peu aussi parfois, qui aide le groupe à exister. Et à la mie de pain, cette personne-là, c'est Gilles. Et Gilles, on en a bien besoin dans cet atelier. Parce que la mie de pain, c'est une résidence sociale dans laquelle vivent des anciens de la rue qui ont appris à ne surtout pas faire confiance pour survivre. Qui, avant même ces parcours dans la rue, ont eu des vies terribles. Bon, les histoires de la rue, on n'arrive pas à les récolter. Les absences sont fréquentes. Les présences un peu avinées aussi. Gilles nous confie une histoire très courte d'homophobie dans le métro. On devine entre les lignes ce qu'a vécu Gilles, le rejet par sa famille de son homosexualité, la détestation de lui-même et la rue qui arrive à cause de tout ça. On devine seulement à travers un mot, à travers un regard, à travers une phrase qu'il met dans la bouche de son oppresseur. Ce qu'on ne devine pas, c'est que Gilles boit encore. Pas tout le temps. Juste quand son RSA tombe. Le jour du spectacle, le RSA de Gilles est tombé. Alors Gilles n'est pas venu jouer avec le groupe. Ce jour-là, Gilles était dans sa chambre seul, en train de boire. Et nous, on a remplacé Gilles parce que, un peu grâce à lui, le groupe était suffisamment fort pour combler son absence. Gilles est mort d'alcool quelques mois plus tard. Et nous, on n'a pas été informés de son décès. Mais encore un peu plus tard, on est retourné à la mine Pain pour regarder le reportage qui avait été fait sur le déroulement de l'atelier. Et cette fois-là, il y avait la directrice de la mine Pain qui était là. Elle n'a pas reconnu le Gilles qu'elle connaissait. Elle ignorait à quel point il avait été moteur pendant cet atelier. Elle ignorait surtout ce dont il était capable. Gilles, il nous a donné ce qu'il avait de meilleur.
Pour moi, travailler avec les jeunes, c'est important. À cause de mes origines, de ma jeunesse, quand j'étais ado, on m'a foutu dans des cases. Alors soit j'étais obèse, soit j'étais cassos, soit j'étais violente. Plein de trucs comme ça. Enfin, cette putain d'injustice, je me la suis prise comme ça. Et jamais j'avais les mots. Les mots, ils n'étaient pas là. La violence, elle était là. Parce que cette violence, elle nous perd. Enfin, moi, elle m'a perdue. Alors je me dis, les jeunes, on les met dans des cases. Et je dis non. Je me dis que si à travers ces ateliers, ils arrivent à formuler, à dire comment faire autrement, comment agir, eh ben j'aurais au moins réussi ça. On se retrouve un jour dans un atelier à Besançon avec des mères et des éducatrices. Et on vient de faire un exercice qui s'appelle la double révélation. C'est un exercice où chacune va expérimenter une révélation qu'elle voudrait faire dans sa vraie vie. Et puis au moment du bilan, les mères, elles disent, dans nos vies, on a des secrets, et ces secrets, ils nous empêchent de vivre, ils nous empêchent d'avancer. Ça serait bien qu'on s'entraîne à voir comment on pourrait les dire. Alors là, chacune se met à raconter, et le groupe décide de travailler autour d'une histoire. C'est une mère qui accouche de 2 jumeaux. L'un des 2 jumeaux meurt. Le père, il n'est pas encore arrivé à l'hôpital. Alors là, la mère, elle demande à l'infirmière de faire disparaître le corps de l'enfant et que jamais, jamais son mari ne le sache. Ça fait 14 années que le même jour, cette femme, elle fête l'anniversaire de mort de l'un et l'anniversaire de vie de l'autre. Et elle dit au groupe, c'est plus possible, je ne peux plus cacher ça à mon mari. Alors là, le groupe, il se met à réfléchir, à improviser à quel moment on pourrait le dire au mari, comment on pourrait faire pour le dire. Est-ce qu'on demanderait à des personnes d'être avec nous au moment où on le dirait? Et puis on fabrique l'image du pire, si on lui disait. L'image idéale qu'elle voudrait au moment où elle lui dirait. Et puis l'image qui serait probable si elle lui disait. On improvise, on fait des tentatives et cette femme, elle nous regarde à la fin, elle nous dit « C'est vraiment beau ce que vous avez fait. Mais moi, j'y arriverai pas. » Le groupe se couche, on est en gîte. Et le lendemain matin, je la vois au réveil, elle a l'air épuisée. Alors je la regarde et je lui dis « Isabelle, t'as pas dormi cette nuit ?» Et elle me répond « Non. J'ai téléphoné à mon mari et je lui ai dit. » À Mulhouse, avec Fabienne, on a monté une scène avec un groupe de jeunes de quartier sur une de leurs revendications. On veut une salle pour faire ce qu'on veut. Un peu après, un autre week-end, on a été jouer cette scène dans un autre quartier, devant d'autres jeunes. Et là, on fait un bide total. Les jeunes nous disent « Ah ouais, mais nous, ça ne nous concerne pas parce que la semaine prochaine, on a le maire de Mulhouse qui doit venir nous voir, Jean-Marie Bockel, avec le ministre de l'Intérieur. Et ils doivent nous donner une salle. » Alors on leur dit, bah génial, ça c'est très bien, c'est chouette. Mais bon, puisqu'on est là pour 2 heures encore, si vous voulez, on peut s'entraîner sur comment ça va se passer, la réunion, tout ça. Et ils sont d'accord, alors on improvise. Je fais le ministre de l'Intérieur. La scène se passe, et là, elle se termine, ils n'ont pas pu dire un mot. Ils me disent, mais ça va se passer comme ça? On leur répond, bah oui, il y a des chances pour que ça se passe comme ça, si vous ne préparez pas plus vos arguments, vos tours de parole, tout ça. Donc ils disent, ok, on se chauffe, alors on reprend la scène, on se chauffe, ils prennent leur tour de parole, leurs arguments, tout ça.
On revient 15 jours après. On leur dit alors. Et là, ils nous disent, on n'aura pas notre salle. On a pris la parole. On a dit ce qu'on avait à dire. Mais ils en ont rien à foutre de nous, quoi. Et voilà. Le théâtre forum, ça ne sert pas toujours à gagner. Quelquefois, ça sert juste à savoir que c'est pas de notre faute si on perd. C'était dans un lycée pro. On jouait un spectacle sur les discriminations. Les lycéens participaient assez bien au forum. Jusqu'à ce qu'on joue une scène d'antisémitisme où à la fin, c'est un juif qui est exclu. Là, il y a eu un espèce de silence dans la salle. Finalement, ils étaient moins solidaires quand c'était un juif qui se retrouvait tout seul. Moi, je devais jouer un oppresseur antisémite. Du coup, je me suis dit qu'il fallait les provoquer en déballant les images les plus crues possibles. Alors mon personnage a tout de suite parlé de la Shoah. J'ai dit des trucs horribles, du genre oui, bah c'est pas parce qu'on a recyclé les juifs en savon, en abat-jour et en boutons qu'on va en faire toute une histoire. Là, quand même, dans la salle, il y a eu des... Oh, on peut pas dire ça. Il fallait qu'ils se rendent compte vraiment de ce que c'est que l'antisémitisme, de jusqu'où ça peut aller. On est tous ressortis un peu ébranlés de ce spectacle, mais avec l'impression qu'on avait fait le boulot, qu'ils étaient repartis avec vraiment quelque chose à réfléchir. C'était un atelier qu'on menait à Orthez, avec des personnes très handicapées. Il y avait des sourds, des aveugles, des sans-bras, des sans-jambes. Ce qui était génial, c'est que toutes ces personnes se comprenaient entre elles. Avec Marie-France, tous les soirs, on se triturait le cerveau à trouver des jeux adaptés à tout le monde. Le jour du spectacle, je me souviens encore de la queue des fauteuils roulants qui voulaient faire forum et qui voulaient monter sur scène. Au sein de notre atelier, on avait monté une scénette avec un restaurateur qui mettait ses tables sur le trottoir, empêchant ainsi les fauteuils roulants de passer. Quelque temps plus tard, une partie du groupe a été engueuler le restaurateur pour dire que c'était inadmissible et que ce n'était pas possible. Il a retiré ses tables. Dans La Force des gueux, il y avait un personnage qui disait « Moi, avant d'aller voir l'assistante sociale, je me mets une petite musique dans la tête. Et je me la chante quand je suis face à elle. » Quelques années plus tard, mon père m'a dit « Tu vois, cette scène-là, je l'ai toujours en tête. » Il est assistant social, il reçoit les gens. Il m'a dit, tu vois, je l'ai toujours en tête parce que je pense qu'il faut faire un putain d'effort pour venir nous voir. Les gens se mettent tellement en quatre. Alors voilà, je l'ai toujours en tête. Alors, il y a des spectateurs qui, comme mon père, ne monteront sans doute jamais sur scène pour faire forum. Mais lui, il a gardé cette scène-là en tête. Et ça lui sert au quotidien. Moi, je me souviens du spectacle qu'on a joué en Charente-Maritime pour l'université d'été du NPS, le nouveau Parti Socialiste. C'était le nom du courant de gauche du Parti Socialiste à l'époque. Voilà, on était en 2003, c'était l'année de la grande grève des intermittents et de l'occupation du Festival d'Avignon, du blocage du Festival d'Avignon. Et voilà le NPS qui nous dit, nous, on veut discuter avec vous sur la place de la culture dans la société. Ouais! Alors, ils nous disent ça au dernier moment. On est en plein été. On a tous nos projets de vacances. Bien sûr, c'est bénévole. Mais on se dit quand même, des politiques qui nous demandent ça, c'est trop rare. Et puis le contexte, il est vraiment grave. Donc on annule tous nos projets de vacances. Et on décide d'aller se retrouver dans le Cantal une semaine pour créer et répéter un spectacle. Voilà, pendant qu'on est là-bas, on se dit, tiens, ce serait bien au moins de savoir combien de spectateurs on va avoir pour ce spectacle. Alors là, Fabienne appelle la commanditaire, et la commanditaire lui dit « Oh, vous savez, sans doute pas beaucoup, parce que ça va être en même temps que le tournoi de foot interne de l'université d'été. Et sans doute, il y a quand même beaucoup de gens qui vont choisir le foot plutôt que le théâtre forum. » Donc Fabienne revient, nous dit ça, et je vous laisse imaginer nos tronches. Un grand, grand moment d'abattement. Et puis on commence à se prendre la tête, on se dit « Qu'est-ce qu'on fait ?»
on pique un bon coup de gueule, on refuse d'y aller, et puis tout d'un coup, l'idée est venue. Non, on va y aller, mais on va leur jouer comme première scène du spectacle l'histoire de cette commande et de comment ça s'est passé avec eux. Voilà, c'est ce qu'on a fait, et je crois que c'était vraiment la meilleure manière de traiter de la place de la culture dans la société, y compris chez eux. Wow. Nous n'abandonnerons jamais l'espoir. C'est une phrase qui donne du courage, je trouve. D'où vient-elle? Hannah Arendt choisit de porter en épigraphe de son livre sur les origines du totalitarisme une phrase d'un livre de Karl Jasper. Ne s'en remettre ni au passé, ni à l'avenir, il importe d'être pleinement présent. Car, dit-elle, cette phrase m'a touchée au cœur et je puis donc la retenir. La réponse de Karl Jasper viendra quelques années plus tard dans la correspondance. Il conviendrait peut-être de compléter par ceci: nous ne renoncerons jamais à l'espoir. C'est une phrase importante pour Hannah Arendt et pour lui et pour nous aussi. Nous ne renoncerons jamais à l'espoir, ni ne l'abandonnerons, nous n'abandonnerons jamais l'espoir. Et ainsi vint le nom de Nage, détermination et courage. C'est fort quand même que ce soit cette phrase qui a été choisie à l'origine, car elle dit ce qu'est cette compagnie. Ce courage de faire du théâtre de l'opprimé, de continuer tous les jours et d'être dans le concret, sans dévier d'1 millimètre en 20 années. Ce courage des gens à porter leur propre histoire sur la place publique. On sait très bien ce qu'on fait, disait Boal. Merci à vous de votre attention. On va passer au dîner qui se prépare, au couscous et au gâteau de Zaya. Zaya, elle est là pour les gâteaux. Bravo. Et le couscous, c'est la maman d'Asman et toute sa famille qui nous l'a fait. Et pendant le couscous, on aura de la musique. Ok, merci à vous.